Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjeux. Cette semaine, je vais être accompagné, comme à l'habitude, par Marc-André Chaloux, mais en plus, il y a Renaud Bourbonnais qui va se joindre à nous afin notamment de parler de son équipe favorite, les Dolphins de Miami, qui sont en mode de vente de feu. Et on va faire le tour des actualités de la NFL. Marc-André va y aller de sa chronique Fantasy Football. Alors, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Hey, Guillaume, par la musique. Marc-André, comme je viens d'en parler, les Dolphins de Miami semblent être en... ils semblent pas, ils sont en reconstruction. On a échangé pratiquement tout le monde lors des derniers jours, Jalen Waddle notamment. Et puis là, c'est ça, le Miami qui semble vouloir tout faire dans son pouvoir pour décrocher le premier choix du repêchage de 2027, on dirait. Et là, on n'a pas Renault pour rien, Didier, avec nous. On va parler de la transaction monstre ou la transaction peut-être. Ouais, on a échangé Non, notre c'est gros, meilleur c'est gros. receveur de passe. Ouais, gros monstre, OK. En Jalen Waddle qui est passé aux Broncos en retour d'un choix de premier et de troisième tour. Et ainsi, également, il y a une inversion de choix de quatrième tour. Didier, grosse transaction. Jalen Waddle, bon, là, on commençait à parler des Dolphins. Tu l'as dit, mode reconstruction. Ça fait du sens pour toi, cette transaction-là, pour les Dolphins? Plus ou moins. Parce que moi, qu'est-ce que je comprends pas, puis j'ai hâte d'entendre Renaud là-dessus, étant donné que c'est son équipe favorite, on vient de mettre sous contrat Malik Willis. Là, il n'y a plus personne à qui lancer le ballon, ou à peu près, là, étant donné qu'on vient d'échanger Jalen Waddle. Donc, c'est ça, là, pour moi, qui fait pas de sens. On est en mode reconstruction du côté des Dolphins. Tant mieux, je crois que c'est vraiment... on avait besoin là, de rebâtir, essayer de rebâtir l'équipe. Mais de signer Malik Willis la semaine dernière, là après ça, d'échanger Waddle, pour moi, ça ne fait pas de sens. C'est d'enlever la meilleure cible que Willis aurait eu à Miami. C'est ça, là, moi, que je comprends pas. Là. Il me semble ça non-sens. Je ne sais pas, Renaud, toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais à qui Malik Willis va lancer le ballon? Non, ben, j'aborde un peu dans le même sens que toi, au sens où j'ai l'impression que cette équipe-là, depuis 2 semaines maintenant, elle parle un peu des deux côtés de la bouche, au sens où tu fais l'acquisition du carrière le plus en vue du marché, un gars qui a des affinités avec le directeur général, des affinités avec le nouvel entraîneur-chef, qui sont tous les deux arrivés là, depuis l'organisation de Green Bay. Alors, le fait qu'on signe Malik Willis, je ne l'ai pas vu comme une surprise en tant que telle. Mais maintenant, de voir la suite des choses, de dire que cette équipe-là, elle est en déconstruction parce que oui, il y a l'échange de Waddle qui a rapporté les choix dont Marc-André parlait, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres acteurs importants qui ne seront pas de retour à Miami. Bon, à commencer par Tua Tagovailoa, bien sûr, au poste de carrière, mais Tyreek Hill ne sera plus là. Un Bradley Chubb a été libéré également. On n'a rien reçu pour ces joueurs-là, mais on a décidé de les envoyer plutôt de les libérer ou de mettre fin là, à notre association à ces joueurs-là. Donc, visiblement, c'est une nouvelle ère. Mais un peu comme toi, je me pose la question, qu'est-ce qu'on va faire avec Malik Willis, qui déjà, on s'entend, était, oui, le KR le plus en vue du marché des joueurs autonomes, mais n'a pas l'étoffe d'une superstar, ou du moins est dans un mode où il a besoin de se prouver cette année à Miami. Et là, on a enlevé toutes ses meilleures armes autour. Si on se disait, ben, on essaie de faire un renouveau, de changer le groupe de receveurs et qu'on avait une équipe compétitive, encore là, je comprendrais. Sauf que je regarde la défense des Dolphins, je regarde la ligne à l'attaque des Dolphins. Il n'y a à peu près rien à faire. Tu parlais tout à l'heure de concours à Il gagner reste plus le rien. premier choix. Ben ouais, le premier choix au prochain repêchage, ben moi je pense que ça s'enligne vers là. En ce moment, on dirait que ça se décide pour pas qu'on échange de Von Chan, mais dans ce qu'on essaie de faire du côté des Dolphins, je me demande si on est pour faire une vente de feu, si on est pour échanger Jalen Waddle, pourquoi est-ce qu'on fait les choses à moitié? Pourquoi est-ce qu'on n'échange pas de Von Chan aussi? La seule chose que je me dis que je peux voir dans cette situation-là, c'est que, rappelle-toi, la date limite des transactions l'an dernier, Brees Hall des Jets, personne ne voulait payer un troisième choix pour aller le chercher. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une valeur pour un porteur de ballon, même s'il est étoile en HN dans la ligue, ou est-ce que personne veut donner un gros prix? Écoute, le duo Malik au carré, ça vous excite pas, les gars, de Malik Willis à Malik Washington? Ça va être incroyable. Non, mais moi, j'ai une question à vous poser, les gars. Est-ce que Malik Willis le savait en signant là? En mettant son nom sur le contrat, ils ont Ouais, dit, bonne écoute, question, hein? on va chambarder ça. Est-ce qu'il était au courant de ce qui allait se passer? Parce que je me dis, s'il est au courant de ça,
pas sûr qu'il signe là, je veux dire. Moi, c'est ça qui me fascine. Si Malik Willis avait été mis au parfum de tout ça. Ouais, Ouais, c'est c'est une bonne effectivement question. c'est Toi, une bonne Renaud, t'es un question. partisan des Dolphins. Ouais, t'as-tu entendu Ben, quelque chose là-dessus? T'as-tu lu quelque chose là-dessus? Ben, rappelle-toi quand il y avait eu, quand on avait annoncé que Tua Tagovailoa serait pas de retour, quand on a annoncé que Bradley Chubb serait pas de retour, et il y avait eu le fameux message "Me next" de Jalen Waddle. Donc, en ce moment, la question est Ouais. pertinente parce que c'est le seul vrai actif pour lequel les Dolphins ont reçu un retour. Alors, est-ce qu'il a été échangé vraiment dans un effort de reconstruction ou est-ce qu'il a été échangé tout simplement pour l'accommoder parce que lui ne voulait plus être là? On s'entend, ils ont quand même eu une grosse valeur, là. Deux choix additionner, si tu veux, au repêchage. Là, je sais qu'il y en a trois, mais il y a un échange de choix de quatrième ronde. Mais un choix de 1 et un choix de 3 pour un receveur étoile qui, rappelons-le, était sous contrat et sous contrat avec un gros montant. Donc, c'est pas un joueur qu'on échange sur sa dernière année de contrat de recrue et tout. Et c'est difficile d'aller chercher des gros actifs pour ces joueurs-là qui ont des gros contrats en poche. Puis les Dolphins ont réussi à le faire. Alors, dans cette mesure-là, je pense que l'échange a été réussi. Faut pas oublier que quand on dit que l'équipe est dépourvue de talent, et c'est vrai qu'elle l'est, mais on a énormément de choix au repêchage du côté des Dolphins. 11 en vue de la prochaine sélection, dont évidemment 2 choix de premier tour. Alors, ça va être intéressant à suivre, mais on dirait que je suis pas encore sûr à 100% de quelles sont les intentions de l'équipe, parce que, comme je l'ai dit tantôt, on parle des deux côtés de la bouche depuis le début de la saison morte. Puis en politique, quelqu'un qui parle des deux côtés de la bouche, d'habitude, ça vire mal. Ouais, effectivement. Écoute, j'ai ça devant moi, les Dolphins, comme tu disais. Deux choix de première ronde, un choix de deuxième. Et après ça, on a un, deux, trois, quatre choix de troisième ronde. Alors, si on veut grimper au classement du repêchage, que ce soit en première ronde ou en deuxième ronde, ben, on a de la monnaie pour le faire du côté de Miami. Mais j'aimerais qu'on parle des Broncos de Denver, l'équipe qui a reçu Jalen Mhm. Waddle, parce que moi, je crois que c'est exactement ce dont on avait besoin à Denver. La question de savoir maintenant, est-ce que Bo Nick sera en mesure de décocher des passes précises en direction de Waddle? Pourquoi je dis ça? Combien de fois l'année dernière, puis on était ensemble très souvent les dimanches, Renaud, à la description du NFL Red Zone, combien de fois on a vu Nick être imprécis dans les zones profondes? Tu sais, il visait Cortland Sutton ou Marvin Mims. Combien de fois la passe était 3-4 verges un peu trop loin du receveur? Si Nix peut avoir le compas dans l'œil pour repérer Waddle dans les zones profondes, ça pourrait être intéressant. Mais il n'a pas encore prouvé qu'il était assez constant. Mais qu'est-ce que vous pensez justement là, de l'arrivée de Waddle avec les Broncos? Moi, j'ai une question qui me vient en tête. Croyez-vous que Jalen Waddle est un receveur élite dans la NFL? Parce qu'il a été. Le Hmm. prix était le prix d'un receveur élite. Moi, je ne suis pas convaincu. Mhm. Jalen Waddle, là, c'est un bon receveur de passe. Est-ce que c'est un receveur de passe élite? Pour moi, un receveur de passe qui n'atteint pas le plateau des 1000 verges lors des 2 dernières années, c'est pas un receveur de passe élite, là, Renaud. Hmm. Ben, ouais, écoute, il y a les atouts d'un receveur élite, j'ai envie de le dire comme ça. C'est sûr que pendant, bon, pas la saison dernière parce que Tyreek Hill s'est blessé, mais il a souvent dû partager, bon, les réceptions avec un bon groupe de receveurs. Faut dire aussi qu'il y a eu un carrière qui a été blessé plus souvent qu'à son tour, là, depuis le début de sa carrière. Ceci étant dit, je pense qu'il a le coffre à outils, puis surtout qu'il amène quelque chose qu'on n'avait peut-être pas chez les Broncos. Je sais que Marvin Mims est très rapide, mais pour moi, Waddle reste un meilleur receveur que Mims. Et si on le prend avec, par exemple, Cortland Sutton, qui va être à son opposé, je trouve que c'est des receveurs qui sont assez complémentaires, qui ajoutent quelque chose en tant que tel. Puis il ne faut pas oublier, c'est vrai que c'est difficile pour Bo Nix de viser dans les zones profondes, mais Jalen Waddle, tu n'es pas obligé de le toucher dans les zones profondes. Peu importe où est-ce que tu le touches, dès que tu mets le ballon dans ses mains, c'est là où il y a quelque chose qui se passe, où il peut exploser avec vitesse. Donc, j'ai hâte de voir comment on va s'en servir. C'est sûr qu'on va essayer d'étirer le terrain une fois de temps en temps avec lui, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tracés courts ou de tracés là, qui traversent le terrain où on va essayer de connecter avec lui si ça devient trop difficile. Parce qu'en plus de tout ça, autant est-ce que je l'aime, Jalen Waddle, puis il y a des belles qualités, les réceptions serrées ou les réceptions contestées ou près des lignes de côté, ça n'a jamais été sa grosse tasse de thé avec les Dolphins. C'est un joueur, je pense qu'on aime mieux Ouais. toucher là, lorsqu'on est près des traits assurés. Donc, ce sera à surveiller. Moi, je pense que oui, il a le coffre à outils pour être un receveur hit. Il l'a déjà fait par le passé aussi. Puis, c'est pas un gars qui a montré des signes de ralentissement en tant que tel là, dans sa vitesse. J'ai
Ouais, J'ai le pourcentage de passes complétées pour Bo Nix. 38% de passes complétées, les passes de plus de 20 verges l'année dernière. C'est quand même une passe complétée sur Mhm. 3 à peu près. Et par contre, Bo Nix, messieurs, troisième pour la cote d'efficacité, donc le fameux QB rating, pour les tracés en crochet, donc les hook routes. Donc, c'est un peu la tasse de thé, justement, de Jalen Waddle, Didier. Sa cote d'efficacité était à 90. C'est quand même intéressant, ça. ouais, ben Waddle, c'est un joueur qui peut aller chercher des verges après la réception. Là, tu sais, je pense que c'est ça que Renaud nous disait aussi, parce qu'il n'est pas imposant physiquement. Hein, tu sais, il ne va pas nécessairement aller chercher le ballon à son plus haut point dans les zones profondes, les attraper contestés. Renaud vient d'en parler. Donc c'est ça. Donc c'est peut-être, puis avec ce que tu viens de dire, Marc-André, je pense que c'est de cette façon-là qu'on va l'utiliser plus du côté des Broncos de Denver. Mais pour en revenir à ce que tu disais, Marc-André, est-ce que Waddle est réellement receveur numéro un? Moi, je crois que non. Mais en raison de sa grande vitesse, ça fait en sorte que les collateurs défensifs adverses ben, doivent avoir un plan de match contre lui. OK? Parce qu'il peut aller chercher un morceau de terrain, et un gain de 60 verges à tout moment. Il est tellement rapide. Mais j'ai trouvé ça intéressant, messieurs, parce qu'il y a Michael Pittman qui a été échangé des Colts aux Mhm. Steelers de Pittsburgh lors des dernières semaines. Pittman a été échangé à Pittsburgh contre un choix de sixième ronde. Et pourquoi je mentionne le nom de Pittman? C'est que j'ai les statistiques ici devant moi des deux joueurs en Mhm. carrière, puis Et ça va c'est se très ressembler, sûrement. similaire. Ouais, Oui. c'est ça. J'ai ça ici. 95 matchs en carrière pour Pittman, 78 pour Waddle, 485 réceptions pour Pittman, 373 pour Waddle. Pittman, plus de verges gagnées en carrière également. Et puis au niveau des touchés par voie de réception, écoutez, c'est pratiquement la même chose. 25 touchés par voie de réception pour Pittman, 26 pour Waddle. Alors qu'on a donné un choix de première et de troisième ronde, entre autres, pour acquérir ces services. Donc, on a donné beaucoup. Ma question, est-ce qu'on a trop donné finalement? Tu sais, ça ressemble un peu à ce que Marc-André nous demandait tout à l'heure, mais Renaud, toi qui es un partisan des Dolphins de Miami, est-ce que les Broncos ont justement trop donné pour faire l'acquisition de Jalen Waddle? Ben, si je le prends du côté Miami, je pense qu'on se dit que c'était une occasion de sauter sur cette offre-là, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, des gars qui sont signés à des énormes contrats, même s'ils performent, même si c'est des bons joueurs, souvent ça vient affecter leur valeur dans une transaction. Alors moi, ça m'avait beaucoup surpris de voir que non seulement il y avait un choix de première ronde d'impliqué, mais que les Broncos ont ajouté par-dessus ça. Et ben, tu as bien fait de le mentionner, l'échange de Michael Pittman, parce que bon, on s'entend, c'est des styles de receveurs assez différents. Pittman est beaucoup Mhm. plus imposant physiquement que Waddle et évidemment ben, moins rapide et explosif que Waddle peut l'être. Mais en termes de production en tant que tel, je regarde chez les Steelers puis je me dis, est-ce que j'aurais payé le gros prix pour Waddle considérant ce que j'ai pu payer pour avoir Pittman? Puis si je suis les Steelers de Pittsburgh en ce moment, ben, je ris dans ma barbe. Puis je ris pas mal fort parce que j'ai réussi à aller chercher un receveur. Numéro un, je ne le sais pas, mais du moins qui va grandement améliorer mon groupe de receveurs sans avoir à payer un choix de première ronde ou même peu importe le prix que les Broncos ont payé. Alors oui, c'est un peu cher. Ceci étant dit, je pense que chez les Broncos, on est en mode gagner, gagner maintenant. On s'est dit, peut-être qu'on va Mhm. surpayer, mais si c'est le joueur qui vient faire la différence dans notre équipe, qui vient enfin débloquer cette attaque-là des Broncos, qui, on le sait, tient ne serait-ce que parmi les 15 meilleurs de la ligue, avec la défense qu'on a, on va être parmi les grands aspirants de la prochaine saison. J'abonde dans le même sens que Ah, Renault, moi aussi. Je pense pas que Jalen Waddle était un joueur qu'on tenait à échanger. Je pense qu'au début, tu sais, John Eric Sullivan, lorsqu'il est, il est entré en poste, il a parlé de joueurs étoiles mhm. sur lesquels on doit bâtir. Là. Il avait parlé de Chan d'ailleurs. C'est là d'ailleurs qu'il avait parlé de Tua Tagovailoa. Puis on se demandait, bah, comment ça, blablabla. Mais il avait parlé de Jalen Waddle. Mais je pense que John Eric Sullivan, là, vous allez me dire, la reconstruction, ça se peut que ça foire. Ça a déjà foiré par le passé. On a tanké du côté des Dolphins pour Tua. Mhm. Ça n'a pas fonctionné. Mais je pense qu'on a un plan clair. Puis moi, j'aime ça du côté des Dolphins. On se dit qu'on a une reconstruction de 3 ans. Jalen Waddle a 27 ans en ce moment. Oui, il reste encore quoi? 3 années de contrat. Mais Jalen Waddle a 27 ans. On paie quoi? 108 millions en dead money, donc d'argent qu'on doit et à Tua, à Tyreek Hill, à Bradley Chubb sur la masse salariale. Donc, on a les mains liées pour les prochaines années. On se donne une fenêtre de 3 ans. Jalen Waddle a 27 ans, messieurs. Dans 3 ans, il va en avoir 30. Il sera
un vieux receveur de passe? Est-ce qu'il va faire partie de la reconstruction? Je pense que c'est ça qu'on s'est posé comme question. L'opportunité est venue d'avoir un choix de première, de troisième ronde. Même chose pour Achan. Achan, il est la dernière année de son contrat recru. Est-ce qu'il va, dans 3 ans, faire partie de la solution? Il va être rendu à sa 7e année. C'est long, 7 ans pour un porteur de ballon, surtout de sa stature dans la NFL. Donc, moi, personnellement, les Dolphins, je trouve qu'on a quand même fait une bonne affaire pour un receveur qui, selon moi, comme je l'ai dit, qui est un bon receveur de passe, Didier, mais qui n'est pas un receveur de passe élite. Ouais, écoute, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, il n'y a rien de mal à aller des fois au Dollarama, hein, pour aller acheter certaines choses. Mhm. Tu sais, ils ont les mêmes marques que tu vas retrouver au Pharmaprix. Puis ça te coûte quoi? Beaucoup moins cher, peut-être 50% de moins. Puis, je sais pas. En tout cas, moi, je trouve que les Broncos ont donné beaucoup pour Waddle, surtout qu'on compare avec Pittman ou avec d'autres receveurs, qu'est-ce qu'on a donné pour les acquérir. Je trouve pas que Waddle s'est justifié avec sa production. Bon, en tout cas, on verra qu'est-ce qui va arriver Mais, de ce côté-là. Ouais, vas-y. mais, messieurs, je voulais vous demander maintenant, est-ce que ça place les Dolphins en position de repêcher un receveur de passe au repêchage? Moi, je suis pas mal convaincu maintenant qu'on va peut-être s'enligner Ah, là, ben, ils là peuvent avec repêcher à toutes les la positions, 30e Marc-André. sélection Ils à tout n'ont le plus de moins. club. Ils n'ont Hein? plus d'équipe. Ils peuvent Ouais, ben, repêcher un joueur j'imagine à que toutes les ça positions. l'annonce Ils un n'ont plus peu, d'équipe. Ils n'ont plus de club. c'est annonciateur un peu de ce qu'on va faire au repêchage. Je pense assurément qu'on va ajouter un receveur assez tôt dans le repêchage, là. Écoute, Ouais, moi, tu le sais, moi, excuse-moi de t'interrompre, Renaud, mais moi, j'irai avec les tranchées d'abord et avant tout. Moi, c'est toujours ça, avant d'ajouter un receveur de passe. Puis je sais qu'on a fait l'acquisition de Malik Willis, mais c'est pas un jeune receveur qui va nécessairement aider Willis. Tu as besoin d'un vétéran qui va courir des tracés de passe précis, qui fera pas d'erreur mentale. En tout cas, Renaud, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je commencerais par les tranchées, parce qu'on a perdu Bradley Chubb. Bon, oui, il y a Chop Robinson, mais Chop Robinson n'a pas été très productif depuis qu'on l'a repêché. Et par moments, il monte des flashs. Mais on a énormément de besoins, là. On peut prendre le meilleur joueur disponible, je pense, au repêchage du côté de Miami. ouais, j'abonde dans le même sens que toi. Je suis pas mal sûr qu'avec les 11 choix, à un moment donné, il va y avoir un ou deux receveurs qui vont être sélectionnés, mais avec les gros choix, les choix de première ronde, puis même deuxième. J'ai envie de me rendre jusqu'en troisième ronde. Je pense qu'il va falloir investir à d'autres positions. Puis moi aussi, je suis fan de construire par les tranchées. Puis malheureusement, pour les Dolphins, c'est là où ils ont investi les choix au repêchage dans les dernières années, mais ça n'a pas nécessairement porté des fruits. Tu sais, Bradley Chubb, autant est-ce qu'il y a eu une certaine production l'an dernier, si on pense au fait qu'on lui avait donné un gros contrat, il y avait un choix de première ronde impliqué dans la transaction pour aller chercher, ben, justement, avec les Broncos, c'est drôle qu'on en parle, il y a quelques années, ben, ça a été un échec lamentable. Après, tu as parlé de Chop Robinson. Il y avait eu une bonne deuxième moitié de saison à son année recrue, rappelle-toi. Mais l'an dernier, c'est revenu au Ouais. silence pour lui. Et Kenneth Grant, qui était un plaqueur défensif qu'on avait repêché en première ronde l'an dernier, on a fait Red Zone Ouais, ensemble le gars toute de l'année. Michigan. Didier, ouais, on a à peu près jamais nommé son nom de toute la saison, puis il jouait Kenneth Grant. Alors, ça, c'est un peu inquiétant de dire, ben, cette équipe-là a raté dans les dernières années. Je sais que c'était pas la même direction, donc on peut pas mettre ça sur le dos là, des dirigeants actuels. Mais le fait que les dernières années, le repêchage n'a pas été productif, ça n'a pas aidé aux Dolphins qui avaient essayé d'accélérer leur reconstruction en faisant des transactions, en échangeant des choix de première ronde au cours des dernières années. Mais finalement, en ratant leur propre sélection, ils se sont un peu empêchés de progresser. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, cette équipe-là a été déconstruite puis qu'on en est à un nouveau cycle avec une nouvelle équipe d'opération. John Eric Ouais, ça, Sullivan, j'allais dire, c'est tu comme sais. le Kent Hughes là, qui est arrivé à la barre des Dolphins. Je sais que Didier adore que je fasse des références de hockey Non, non, non. Tes dans références de le hockey, là, podcast. le moins possible. Le moins possible. Le moins possible. Quoique Chris Greer, l'ancien DG des Dolphins, Ouais, est le frère de Mike Greer, hein, Ben ancien oui. joueur de la Ligue nationale. Puis je pense que Mike Greer, c'est quoi? Il coach maintenant ou il est DG lui-même? Non, il est Non? DG des Dans la Sharks. Ligue nationale de hockey? exact, Ouais, DG des Sharks. exact. Bon, Exact. ouais, Mais être DG, pour c'est en revenir l'affaire aux de Broncos, famille. pour conclure avec les Broncos, moi j'adore qu'on a maintenant, là, ce que Sean Payton a à sa disposition. On a le séparateur Waddle, on a le gars dans les zones profondes, Courtland Sutton, qui était d'ailleurs hyper content de voir Mm. arriver là, Jalen Waddle sur les réseaux sociaux. On a par la suite Troy Franklin, on a vu une belle chimie avec Bo Nix et ça remonte à l'époque. Ils jouaient à l'université ensemble. Pat Bryant, je veux dire, on a un bon groupe de receveurs en ce moment. J'en oublie un autre là, qui Marvin Mims, mais je trouve Mims, qu'on a un Mims, bon ouais. groupe de receveurs. On a de la profondeur maintenant.
Reste maintenant, on a le retour de J.K. Dobbins. Je pense que R.J. Harvey, on s'est rendu compte que c'était un gadget plus qu'un porteur de ballon. Il sera un porteur de ballon étoile dans la NFL. J'ai hâte de voir, mais avec J.K. Dobbins, je pense qu'on s'arme là, du côté des Broncos pour aller loin en éliminatoire. On était quand même juste à une victoire d'une participation au Super Bowl quand on y pense. Ouais, non, t'as raison, t'as raison. Écoute, la dernière chose que je veux dire là-dessus, avant qu'on change de sujet, tu sais, on a mentionné le nom de Von A-Chain à quelques reprises. On verra là, s'il va être échangé. La direction des Dolphins dit que non. Pour l'instant, pourquoi pas les changer aux Seahawks? Pourquoi les Seahawks ne donneraient pas un coup de fil Mhm. aux Dolphins de Miami? Parce que présentement, là, les Seahawks, on n'a pas de porteur de ballon. Là. On a de Emmanuel jeunes Wilson, joueurs, on en a sur l'équipe d'entraînement. Ouais, c'est ça. Ça va prendre plus que ça là, tu sais, à la suite to the moon, NTC. du départ. Non, non. Ouais, c'est ça, tout le monde. Mais ça, à la suite du départ de Kenneth Walker, il ne faut pas oublier que Zach Charbonnet a déchiré un de ses ligaments croisés antérieurs au mois de janvier. Là. Ça s'est passé en éliminatoire. Donc, clairement, je ne pense pas qu'on peut se dire qu'on va miser sur lui la saison prochaine. Donc, je dis ça comme ça, parce qu'il y a un gros trou, je crois, du côté de la formation de Seattle à la position de porteur de ballon. Je ne sais pas si on est intéressé au service de A-Chain, mais je lance ça dans les airs comme ça, là, comme rumeur. Ouais, peut-être que ça va passer par le repêchage. Là. Sinon, pour Seattle, on sait que c'est une position à laquelle tu peux repêcher à peu près toutes les rondes puis trouver un joueur de qualité là, au poste de porteur de ballon. Ben écoute, s'ils sont prêts à faire comme les Broncos puis à surpayer pour aller chercher un joueur, combler un trou dans une situation évidente où, bon, évidemment, les Seahawks vont encore aspirer au Super Bowl l'an prochain. Pourquoi pas pour les Dolphins, mais je pense qu'en ce moment, c'est vraiment dans ce mode-là qu'on est à Miami de se dire, nous, on prend les offres qui sont payantes, les offres qui font notre affaire, on n'est pas prêt là, à vendre sous le prix indiqué. On passe maintenant aux Bills, messieurs. Alors que les Bills ont fait l'acquisition de DJ Moore en complétant une transaction avec les Bears, c'était la semaine dernière. Enfin, on peut dire que on est allé chercher un receveur numéro 1 pour Josh Allen. Didier, ça va faire du bien, non? DJ Moore, c'est-tu réellement un receveur numéro un? Non, c'est On comme vient Jalen d'avoir une longue Waddle. discussion à propos de Jalen Waddle. Ben, c'est ça. C'est ça, là. DJ Moore, c'est pas un joueur qui va dicter la couverture des défenses adverses. Euh, Par contre, bon, ça fait longtemps qu'on est à la recherche d'une cible de choix pour Josh Allen. Mais moi, personnellement, je ne suis pas convaincu que DJ Moore, ben, c'est la solution. Là. Surtout que les Bills, bon, on a perdu des joueurs du côté de la défense, notamment, puis on va devoir les remplacer. On a commencé là, quand même à les remplacer avec certaines mises sous contrat. Ben, moi, personnellement, c'est pas une transaction qui m'a vraiment excité. Là. Je me suis pas dit, ah ben là, les Bills sont allés chercher la pièce manquante avec l'arrivée de DJ Moore à Buffalo. Là. Je sais pas qu'est-ce que tu as pensé de ça, toi, Renaud, mais moi, pour l'instant, ça me fait pas effet, là. Je trouve personnellement. Là. Moi, je trouve qu'on a fait quelques pas dans la bonne direction du côté de Buffalo, mais que le travail n'est pas terminé, au sens où j'ai pas détesté l'acquisition de DJ Moore. Tu sais, ça n'a pas coûté un choix de première ronde comme pour Jalen Waddle, c'est un choix de deuxième ronde qu'on a donné. Et jusqu'à preuve du contraire, ben, DJ Moore va être le meilleur receveur du groupe des Bills, puis le meilleur depuis quelques années d'ailleurs. Alors, est-ce que ça va amener un petit vent de fraîcheur, un bienfait là, au groupe de receveurs sans être un receveur élite? Je pense quand même que c'est un pas vers l'avant. La signature de Bradley Chubb, que j'ai critiqué du début à la fin de son passage avec Miami, mais quand même, on avait de la difficulté à mettre de la pression sur les corps adverses du côté de Buffalo. Bon, un AJ Epinesa est parti du côté de Cleveland par le marché de l'autonomie. On remplace par Bradley Chubb. S'il reste en santé, je sais que c'est un gros si avec lui, mais quand même, je pense que c'est un gars qui peut amener du football intéressant. Ceci étant dit, le plus gros problème des Bills n'est toujours pas réglé, c'est-à-dire d'arrêter le jeu au sol, donc se grossir à la position de secondaire, se grossir à la position de plaqueur défensif. Je sais qu'il y avait beaucoup de blessés l'an dernier, mais quand même, il n'y a pas de profondeur dans ce groupe-là. Alors pour moi, ce sont des signatures qui vont dans le bon sens pour Buffalo, mais maintenant, si on l'échappe au repêchage en repêchant des receveurs puis des porteurs de ballon, je dis ça à la blague, mais et qu'on ne solutionne pas l'intérieur de notre défense, pour moi, tout ça va avoir été en vain si on se fait encore traverser 5 fois. C'était quoi, 5 ou 6 fois qu'on a donné 200 verges au sol l'an dernier durant la saison. J'aime beaucoup Josh Allen. Pour moi, c'est le joueur, le meilleur joueur en ce moment dans la NFL, mais on ne peut pas le forcer à marquer 40 points ou marquer sur 5 séquences de suite à tous les matchs pour essayer de s'en sortir, surtout une fois qu'on va arriver aux éliminatoires. Alors, je vais attendre le repêchage avant de me positionner complètement du côté de Buffalo.
je pense que ce qu'on appelle un work in progress. Mais moi, évidemment, il y a un lien avec Joe Brady, l'entraîneur-chef des Bills. Il a bien connu DJ Moore à l'époque, il était en Caroline. Évidemment, moi, je me questionne sur le type de receveur qu'il est. Est-ce que c'est vraiment DJ Moore qui va étirer les défenses? Il me semble que c'est un gars qui travaille dans les zones médianes, dans les zones courtes. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à Khalil Shakir. Je trouve qu'il ressemble beaucoup au genre de receveur. Tu sais, on n'a pas été chercher un gars comme A.J. Brown. On parlait de Cortland Sutton, c'est un bon exemple. C'est le genre de receveur imposant qui étire les défenses, qui va chercher des attrapés contestés. Moi, je trouve que DJ Moore, on parlait d'A.J. Brown là, à Buffalo, on parlait de receveurs de cette trempe-là, un Mike Evans, c'est le même genre de receveur. Mais tu sais, DJ Moore, on me semble qu'on a beaucoup de receveurs comme ça. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé le receveur imposant qui étire les défenses. C'est supposé être Keon Coleman, puis clairement, ça ne fonctionne pas, en tout cas en ce moment. Mais je pense qu'on n'a pas encore trouvé ce receveur-là du côté des Bills, là, Didier. Non, ben on n'en a pas, tu sais. Puis Coleman est lent. Ça, c'est une des choses qu'on a remarqué. Même son chrono 40 verges indiquait que c'est pas un joueur qui était nécessairement rapide. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner maintenant que Joe Brady est l'entraîneur-chef. J'avais vu Brady en entrevue, puis il disait que dès qu'il a obtenu le poste d'entraîneur-chef, une des premières personnes qu'il avait contactées, c'était justement Coleman. Puis il lui a dit, écoute, moi je faisais partie des gens qui voulaient te repêcher, alors c'est une occasion pour toi de relancer ta carrière. On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais mon Dieu qu'il n'est pas très rapide. Puis j'ai ça ici, les autres joueurs que les Bills ont signés. Il y a le demi-coin, l'ancien de la Ligue canadienne, Dee Alford, ancien des Falcons d'Atlanta. On a signé également Sidney Johnson, Gardner Johnson, le maraudeur, Geno Stone, un autre maraudeur. Donc, on sait qu'on a perdu plusieurs gens au niveau de la tertiaire du côté des Bills de Buffalo. On essaie de reconstruire ça. Mais en tout cas, ça pour dire, bref, moi, l'acquisition de DJ Moore, ça me laisse sur mon appétit. Mais en même temps, mis à part AJ Brown que tu as mentionné, Marc-André, c'est pas comme s'il y avait énormément de receveurs qui étaient sur le marché. Bon, il y avait Waddle, mais d'aucune façon, je pense que les Dolphins auraient échangé Waddle à l'intérieur de la division. Donc, écoute, la meilleure option, j'imagine que c'était Moore, mais je pense pas que ça a solutionné là, les problèmes en attaque que les Bills ont eu lors des dernières années. Hein. Et si on regarde la perspective des Bears, messieurs, est-ce que DJ Moore était devenu de trop ou était devenu disponible? DJ Moore, la saison dernière, plus bas total de catch et plus bas total de verges dans sa carrière avec l'ascension de Colson Loveland, et on a vu ce que Luther Burden pouvait faire là, en fin de saison. Je pense que DJ Moore, on se positionne là, pour l'avenir aussi là, du côté des Bears. Puis justement, Renaud, est-ce que DJ Moore était devenu disponible du côté des Bears? On va aller de l'avant avec nos jeunes. Ouais, ben, tu sais, la saison dernière, il y a eu l'émergence de Rome Odunze, qui était quand même un choix du top 10 au repêchage il y a 2 ans. Ensuite, en deuxième moitié de saison, tu en as parlé, Colston Loveland comme ailier rapproché. Bon, c'est un ailier rapproché, mais quand même, ça prend des cibles pour l'activer. Luther Burden aussi, hein, le choix de troisième ronde l'an dernier, qui a explosé en deuxième moitié de saison. Je pense que DJ Moore était devenu un luxe dont on pouvait se passer du côté de Chicago. On sait qu'il y a encore plusieurs positions à adresser du côté des Bears afin d'en faire une équipe élite, le meilleure qu'est-ce qu'elle a été l'an dernier, même si elle nous a tous surpris et en saison et en éliminatoire. Ceci étant dit, on pouvait aller chercher un choix de deuxième ronde, essayer de se rafraîchir. Il faut dire que les Bears ils ont eu quelques mauvaises surprises en cours de saison morte. Tremaine Edmunds, on a été contraint de le laisser aller. Il est rendu avec les Giants. C'était un morceau important sur la défense. Notre joueur de centre, Drew Dalman aussi, dont on avait fait l'acquisition lors de la dernière saison morte. Puis c'était une grosse acquisition pour les Bears. C'est venu stabiliser un peu leur ligne à l'attaque. Il a annoncé sa retraite un petit peu plus tôt. Donc, il a fallu le remplacer. Donc, il y a tout ça qui fait dire que chez les Bears, tant qu'à avoir un quatrième receveur de la trempe de DJ Moore qui peut aider ailleurs, qui peut te rapporter un choix intéressant au repêchage, je pense qu'on s'est dit on va aller chercher un gars avec une autre position avec notre deuxième choix, venir faire un peu de roulement de personnel. Ouais, c'est du côté des Bears aussi, il ne faut pas oublier l'élément du plafond salarial. Hein. On devait faire de la place sous le plafond salarial. C'est une des raisons pour laquelle on s'est départi de Edmunds, tout comme DJ Moore. Mais en plus de ça, comme vous venez de le mentionner, on a utilisé des ressources au repêchage lors des dernières années
à la position de receveur de passe. Alors, ça fait du sens qu'on se soit départi de DJ Moore, étant donné qu'il faisait un gros salaire et qu'on a des jeunes joueurs qui font moins d'argent et qui sont tout aussi productifs. En tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir la deuxième saison, justement, de Luther Burden. Parce que moi, j'ai été impressionné par ce qu'on a vu de sa part, là, surtout dans le dernier quart de la saison régulière Mhm. également, lors des éliminatoires notamment. Mais une question concernant les Bears. Est-ce qu'à un moment donné, on va faire l'acquisition de chasseurs de corps? Souvenez-vous, c'est un problème, ça, pour la défense des Bears. Ça a vraiment fait surface. En plus, lors des éliminatoires, du moins, ça sautait aux yeux. Là. On n'était pas capable de générer de la pression sur les carrières adverses. On te souhaite, ça va être la dernière année de son contrat. Euh, Puis là, on ne s'est pas amélioré là, en termes de chasseurs de corps. Alors, je pense que ça, c'est quelque chose qui va devoir être adressé lors du repêchage du côté de Chicago, puisque là, essentiellement, il ne reste plus grand-chose au niveau du marché des joueurs autonomes. Non, on arrive à ce point-là là, de la saison morte où, justement, comme tu dis, les meilleurs joueurs à chaque position, ben, ils ont trouvé preneur, ils sont quelque part. Donc, la NFL a le luxe d'avoir son repêchage après le marché des joueurs autonomes, ce qui est différent de beaucoup d'autres ligues sportives. Et ce qui fait en sorte que les besoins ben, changent selon qu'est-ce que tu as réussi à aller chercher durant le marché des joueurs autonomes. Comme on n'a pas mis de joueurs, je veux dire, importants à la position de chasseur de corps, moi, j'ose croire que c'est parce que les Bears, justement, se sont dit nos choix importants au repêchage vont probablement aller à cette position-là. Et c'est une bonne chose, tant qu'à moi, parce que c'est une des positions clés au football, alors que tu investisses tes gros choix, puis même que tu te départisses d'un joueur qui était en surplus, comme on vient d'en parler avec DJ Moore, ben, ça t'offre une cartouche de plus, sans dire qu'ils vont nécessairement choisir un ailier défensif ou un chasseur d'accord avec le deuxième choix des Bears, mais tu te dis avec le deuxième choix des Bills, pardon, mais tu te dis, avec ce choix supplémentaire-là, ça me permet peut-être d'aller piger ou de changer la façon dont je gère mes premiers choix ou mes gros choix au repêchage. Alors moi, je pense que c'est la position à adresser pour les Bears d'ici la fin de la saison morte. Puis imagine, s'ils sont capables d'aller chercher un joueur qui a un impact au repêchage à la position justement de chasseur de corps, ben les Bears vont être dangereux l'an prochain. Deux autres corps arrière ont été échangés dans la NFL au cours des dernières semaines. Les Jets ont échangé Justin Fields aux Chiefs. Didier, Hmm. Justin Fields ne sera plus un quart numéro un dans la NFL, en tout cas la saison prochaine. Peut-être amorcer la saison le temps que Patrick Mahomes soit de retour. Quoi qu'on dit que Patrick Mahomes pourrait être à son poste lors de la semaine numéro un. Mais tu as pensé quoi de cette transaction-là là, pour les Chiefs et les Jets? Ben, ça fait en sorte que du côté des Chiefs, comme tu l'as mentionné, si Mahomes n'est pas prêt à commencer la saison, ben, on a un carrière qui a du talent. Il n'est pas un bon carrière, mais c'est un très bon athlète. Et puis avec l'imagination de Andy Reid, ben, je suis sûr là, tu sais, qu'on va utiliser l'option, on va utiliser les jambes de Justin Fields, on va simplifier ça au niveau de la passe pour lui. Si jamais Patrick Mahomes n'est pas en mesure de commencer la saison, puis si Mahomes commence la saison, mais il se reblesse en cours de route, au moins, Justin Fields, c'est un carrière qui a gagné des matchs en tant que quart partant dans la NFL. La seule chose, c'est que Fields il est tellement limité en tant que passeur. C'est ça. Là. Puis là, je pense, comme tu viens de dire, c'est terminé l'époque où une équipe va donner une chance à Fields en tant que carrière partant. Les Jets ont été la dernière équipe à faire ça. Souviens-toi, il y a un an, on n'était pas convaincu que c'était une bonne idée. Moi, personnellement, après le séjour de Fields à Chicago, j'étais Mhm. convaincu qu'il n'avait pas l'étoffe pour être un carrière partant. Puis ça, il nous l'a démontré l'année dernière avec les Jets de New York. Mais pour lui, ben, c'est une bonne chose d'arriver à Kansas City, d'être coaché par Andy Reid aussi. Mais je pense que c'est terminé, là, l'époque où il y a des équipes qui vont prendre une chance avec Justin Fields en tant que carrière partant. On est sur la même longueur d'onde, Didier. Je pense que, Marc-André, tu vas être d'accord aussi. Bon, Justin Field, il est ce qu'il est hein, à ce point-ci de sa carrière. Déjà qu'on sait que chez les Chiefs, c'était difficile offensivement depuis 2 saisons maintenant. Là, je regarde ça avec Justin Fields qui pourrait, là, devrait même jouer les premiers matchs de la saison. Je pense que ça va être difficile. Et rappelle-toi, Patrick Mahomes, au cours des dernières années, ça a été beaucoup plus difficile qu'en début de carrière de toucher les zones Mhm. profondes. Et pour Justin Fields, ben, ça a toujours été compliqué au sens où il a le bras pour se rendre, mais il n'est pas capable de toucher les receveurs. Alors, à ce niveau-là, je ne garantis pas beaucoup de succès. Par contre, disons que Mahomes rate un, deux, peut-être 3 matchs en début de saison. On s'entend, les Chiefs vont être en mode survie plus qu'en mode vie, le temps que Justin Fields va être au poste de carrière partant. Donc, tu as parlé de jouer l'option, de se servir de ses jambes, Didier.
pense pas qu'on a l'intention de faire de Justin Fields un nouveau corps arrière ou de relancer sa façon de jouer au football. Je pense qu'on va prendre les atouts qu'il a, on va prendre ses qualités, on va presser le citron au maximum, aller chercher qu'est-ce qu'on peut. Si ça peut nous aider à gagner quelques matchs en début de saison, ben tant mieux parce que les Chiefs vont en avoir besoin et ils ont une grosse saison devant eux où ils doivent prouver que l'an dernier était seulement un accrochage, qu'on a seulement trébuché. Les Chiefs, cette année, veulent reprouver ils font encore partie de l'élite de la NFL. Ça va être difficile de le faire, surtout si Mahomes rate beaucoup de matchs. Tant qu'on aura Patrick Ouais, mais Mahomes, il on ne fera reste. pas de reconstruction du côté des Chiefs. Ouais, mais il y a beaucoup de travail à faire là, d'ici le mois de Mhm. septembre. Là. Puis là, il reste juste le repêchage, comme on vient de le dire, parce que les Chiefs, essentiellement, ben, ils ont perdu leurs 2 demi de coin partants. Ils ont pratiquement perdu toute leur tertiaire, viennent marcher des joueurs autonomes. Mais en plus de ça, les gars, vous avez parlé des receveurs, des insuccès de Mahomes dans les zones profondes lors des 2, 3 dernières saisons. On n'a rien fait à la position de receveur. On n'a rien fait à la position de receveur. C'est essentiellement le même groupe de receveurs là, si la saison Mhm. commençait maintenant, qui serait de retour. Rashee Rice a encore une fois eu des démêlés avec la justice. Fait que là, on va voir ce qui va être suspendu une autre fois. Puis Rashee Rice, je m'excuse, il est pas fiable. Là. Même si sur le terrain, il est tout le temps productif. Mais là, en raison de tout ce qui se passe à l'extérieur du terrain, à toutes les saisons mortes, les gars, depuis qu'il est dans la NFL, on dirait il se fait arrêter au moins une fois, c'est pas 2 fois durant la saison morte. Donc, on ne peut pas se fier à Rashee Rice. Travis Kelce a signé un contrat d'1 an pour poursuivre sa carrière, mais il reste quoi dans le réservoir à essence de Travis Kelce? Donc, c'est ça. Oui, on a signé Kenneth Walker, tant mieux. Mais quand tu regardes les Chiefs, je ne vais même pas parler de la ligne à l'attaque aussi, là, qui a eu des Mhm. ratés l'année dernière. Il y a beaucoup de trous au sein de la formation de Kansas City. Personnellement, je crois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vois les Chiefs comme une formation qui est en reconstruction malgré la présence de Patrick Mahomes au sein de la formation. Dans une division Ouais, ultra compétitive aussi. exact. En Chargers, plus. Broncos, ça va être des bonnes équipes, Mhm. en théorie. Ouais, exact. Les Raiders qui ont amorcé eux aussi leur reconstruction. Mais du côté des Chiefs, j'ai l'impression qu'on est à l'étape où on devrait peut-être se rendre à l'évidence que le mieux, c'est de reconstruire maintenant, de profiter du fait qu'on a des atouts de valeur pour peut-être accélérer une reconstruction. Mais j'ai pas l'impression que c'est ce qu'on fait nécessairement. Bon, tu me diras qu'il y a eu l'échange de McDuffie qui a rapporté un choix de première ronde, mais ça fait partie de l'ADN des Chiefs de un peu recycler les joueurs. On se rappelle ce qu'on avait fait avec Jarius Sneed en l'échangeant aussi je vais dire au bon moment. Mais ça réussit seulement si tu réussis ton coup avec le choix au repêchage. Autrement dit, si on prend le choix au repêchage des Rams et qu'on l'investit mal ou que le joueur qu'on va chercher vient pas, bon, je ne vais pas dire directement prendre la place de McDuffie parce que ça se peut qu'on repêche à une autre position, mais si on vient pas ajouter un autre joueur de talent qui, à son tour, va avoir un rôle important chez les Chiefs, ben là, ça va être un atout gaspillé. Alors, j'ai l'impression qu'on s'entête un peu à pas vouloir vendre parce que c'est ça, on veut prouver que l'an dernier était simplement un accident, mais j'ai l'impression que ça va être Mhm. difficile pour les Chiefs. Là. Il y a beaucoup, comme tu as dit tantôt, il y a beaucoup de travail à faire et il n'y a plus beaucoup d'étapes justement pour ajouter des joueurs de talent devant nous. Non, ça, Les chasseur de Panthers, corps, c'est une Didier. autre position où ce qu'on a une carence là, du côté de Kansas City. Donc, je suis Mhm. d'accord avec toi. On dirait qu'on veut essayer d'être compétitif. Alors, regarde, pourquoi pas profiter du fait qu'on a un choix dans le top 10 pour une rare fois du côté de Kansas City lors du repêchage et d'amorcer une reconstruction pour changer le noyau autour de Patrick Mahomes lorsqu'il sera en santé. Mhm. Et la signature de Kenneth Walker indique potentiellement, on voyait peut-être Jeremiah Love là, atterrir aux Chiefs en 9. Peut-être qu'on va plus s'enligner, comme tu l'as dit, vers la ligne à l'attaque ou peut-être un Ouais. receveur à cette position-là. Ça reste à voir. Les Panthers, Didier, ont échangé Andy Dalton aux Eagles. Réaction excessive. Est-ce que le poste de Jalen Hurts est en danger? Ah ben, c'est à toi de nous dire ça, Monsieur Eagles. Hein. C'est toi le partisan des Eagles ici là, au podcast. Je pense que la En fait, réponse c'est c'est juste. non, mais Non, non, mais je m'en allais dire, c'est sûr que oui, il se laisse des options parce qu'on a vu des rumeurs comme quoi que Tanner McKee était disponible et avait eu un certain intérêt de la part des équipes. Donc, je pense que moi je Howie pense que Roseman. c'est ça. Hein? Ben oui, c'est Moi, je vraiment pense que ça. c'est On se donne ça. des options On va peut-être se au départir de repêchage. McGee éventuellement. Ouais. Ben, en tout cas, on va évaluer les options au repêchage. Il y a des formations, je ne sais pas, les Steelers, par exemple, là, s'il y a des formations qui veulent peut-être essayer Tanner McKee, on va avoir au moins des options avec Andy Dalton, puis on a
Andy Dalton remplace le bon Sam Howell, tout simplement. Puis, c'est ça, on se donne des options comme quart numéro 2, mais on a clairement dit que Tanner McKee était le quart numéro 2 du côté des Eagles, mais on ajoute de la profondeur. Comme je le dis, on s'ajoute des options pour jouer des cartes peut-être au repêchage, simplement. Moi, je pense que c'est Ouais, ça, parce puis, que ça fait pas de... Excuse-moi de t'interrompre, Renaud, j'allais juste dire, ça fait pas vraiment de sens d'avoir un vétéran comme carrière numéro 3. Andy Dalton, sa carrière numéro 2, c'est un gars qui a joué énormément de football. En tout cas, ça fait une quinzaine d'années là, qu'il est dans la NFL. Mais de l'avoir comme numéro 3, ton poste de carrière numéro 3, tu gardes ça pour un jeune quart. Un quart que tu essaies de développer. Puis d'avoir Dalton numéro 3, moi je pense qu'éventuellement on va essayer de se départir de Tanner McKee. En tout cas, si ça arrive, je serais vraiment pas surpris de voir McKee être échangé. non, surtout que là, on n'a pas signé comme agent libre Andy Dalton. On a transigé pour aller le chercher. Donc, on voulait aller Mhm. l'ajouter sur notre alignement. Et là, ben, tu me diras que c'était déjà le cas au cours des dernières années, mais avec un vétéran qui a déjà quand même prouvé certaines choses, puis qui, au cours des dernières années, a été sollicité à l'occasion et a connu ici et là quand même de bons moments avec les Panthers. Si Jalen Hurts connaît encore des difficultés l'an prochain, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va demander, qui va se lever, de dire pourquoi ne pas envoyer le Red Rifle sur le terrain pour relancer les Eagles. Bref, ça sera un sujet pour la saison régulière. Mais j'aborde dans le même sens que vous. C'est assez longtemps qu'on entend des rumeurs autour de McKee. Je pense tout simplement qu'on a voulu aller chercher un réserviste pour quand on va passer à autre chose dans son cas. Il Ouais, reste puis je un viens d'aller quart qui s'est voir, trouvé là, une nouvelle tu viens de équipe. mentionner. Oui, vas-y, Didier. Qu'est-ce que ça dit? Vas-y, excuse-moi. Non, non, vas-y, On a Marc-André. dit, je m'en allais changer de sujet. Je dis, il reste un quart qui s'est trouvé une nouvelle adresse dans les dernières semaines et c'est Kyler Murray qui arbora un chandail mauve des Vikings. Didier, Oui, la oui, saison oui. prochaine, on a dit, moi, ce qui me fascine, c'est qu'on a parlé qu'il y aura une compétition au camp d'entraînement entre DJ McCarthy et Kyler Murray, Didier, puis j'ai envie de te lancer là-dessus. Dans les faits, les deux carrières vont avoir une opportunité, mais honnêtement, t'as beau détester Kyler Murray comme je te connais, Didier, là, je pense que Kyler Murray est un bien meilleur corps arrière que JJ McCarthy. Je pense que la compétition, là, ce sera même pas serré. Je déteste pas Kyler Murray. J'ai jamais rencontré Kyler Murray. Par contre, pour moi, Kyler Murray est trop petit pour être un carrière partant, pour voir au-dessus de la ligne, compléter des passes au centre du terrain. Donc, c'est ça, c'est pour ça. Mais, est-ce que Kyler Murray est meilleur présentement que J.J. McCarthy? Je pense que la réponse est oui. Kyler Murray a de l'expérience. Mais écoute, si Kyler Murray n'est pas en mesure de relancer sa carrière avec Kevin O'Connell qui va maintenant le diriger, le coacher, ben ça ne va jamais arriver parce qu'en plus de ça, là, il peut lancer à Justin Jefferson notamment. Bon, Jordan Addison, on va voir, c'en est un autre qui a tout le temps des démêlés avec la justice durant la saison morte. Ça arrivera encore, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec lui. Mais c'est ça, tu sais, Murray a un certain talent, il y a certaines limites aussi en raison de son petit gabarit. Mais écoute, je pense que c'est la chose à faire parce qu'il ne faut pas oublier, tu sais, Marc-André, les Vikings ont investi un choix de première ronde en J.J. McCarthy. Clairement, au sein de l'organisation, on n'est pas des fans de McCarthy. On a appris à le connaître lors des 2 dernières années. C'est la raison pour laquelle Murray est maintenant au On Minnesota. a Mais étant congédié donné le qu'on a DG qui l'a dépensé un choix repêché, de Didier. première ronde, ouais, ben tu sais, tu parlais de mauvais repêchage. Renaud en parlait tout à l'heure, des repêchages de Chris Greer. Mais les repêchages d'anciens DG des Vikings, hey, ça fait peur, là. Écoute, c'est incroyable. Peu importe la ronde, là, écoute, là, les joueurs sont même plus avec l'équipe ou ils ne jouent pas. Bref, il fallait repartir à neuf de ce côté-là. Mais tout ça pour dire, ben c'est ça. La personne qui a repêché McCarthy n'est plus là. Alors, écoute, ça va être au meilleur. Là. Je crois que c'est vrai. Là. Qui sera le meilleur durant le camp d'entraînement entre McCarthy et Murray? C'est lui qui va entamer la saison en tant que partant. Moi, je vais mettre mon argent sur le vétéran en Kyler Murray. Ouais, moi aussi, je vais avec Murray. Moi, personnellement, je l'ai aimé, cette signature-là. J'ai vraiment pas été convaincu par, ben, je pense comme tout le monde, par J.J. McCarthy la saison dernière. Puis dans le cas de Murray, autant est-ce que je suis d'accord avec toutes les critiques qu'il y a à son endroit, puis c'est vrai, il est petit, c'est difficile pour lui de lancer au-dessus de la ligne. Il y a eu de moins bons moments, surtout au cours des dernières années là, avec les Cardinals. Ceci étant dit, je pense qu'il n'a jamais été dans une organisation, je veux dire, entre guillemets, de qualité comme ce qu'on a en ce moment avec les Vikings, avec les Cards. Les Cards, c'est l'ultime équipe de tourner en rond depuis à peu près 10 ans dans la NFL.
Il n'y a jamais eu un Ah, entraîneur plus que 10 ans, de la 100 trempe de ans. Kevin 100 O'Connell. ans. Ouais, c'est ça. Depuis 100 ans. C'est la plus vieille Quand tu organisation de la regardes- Ligue. Ouais, ils n'ont jamais gagné un Super Bowl. Ils participent Non, c'est ça. rarement aux éliminatoires. C'est spectaculaire, vraiment. Quand tu regardes l'histoire des Cardinals, et personne n'en parle. Tu sais, lorsque les Lions étaient mauvais, on parlait des Lions, tu sais, comme quoi ils ont un mauvais historique. La même chose avec les Browns. Mais les Cards, c'est ça qui est le pire. Personne n'en parle. Tu sais, en tout Non, cas, je c'est vais pas ça. t'interrompre, mais c'est spectaculaire comme histoire. Ben, c'est ça. Donc, ça allait nulle part. Il n'y a jamais eu un entraîneur qui était un vrai gourou offensif ou des carrières à la Kevin O'Connell, qui, selon moi, dans ce style-là, là, est probablement le meilleur de la NFL en ce moment. C'est lui qui a relancé la carrière de Sam Darnold. On peut me dire qu'il a eu un rôle aussi dans relancer la carrière de Daniel Jones, qui est passé momentanément chez les Vikings, même s'il n'a pas obtenu de temps de jeu il y a 2 ans. Ben, pourquoi pas Kyler Murray à être le prochain projet de Kevin O'Connell? Il va avoir tout un groupe de receveurs autour de lui pour jouer si ça ne bouge pas d'ici le début de la saison. Alors, non, moi, j'ai aimé cette acquisition-là pour les Vikings. Je pense qu'on sent qu'on a une meilleure équipe que ce que notre fiche indiquait la saison dernière, puis qu'on pourrait peut-être faire des flamèches cette année. Je ne te parle pas de Super Bowl, là, bien sûr, mais au moins d'avoir une équipe un peu plus Hmm. respectable. Kevin O'Connell, ça a fonctionné avec Kirk Cousins, ça a fonctionné avec Nick Mullins, ça a fonctionné avec Sam Darnold, ça a fonctionné avec le Pastronaut, Josh Dobbs. Josh Ça n'a pas Dobbs! fonctionné Mhm. avec J.J. McCarthy. C'est peut-être juste J.J. McCarthy qui n'est pas bon, finalement, qui n'est pas un quart de calibre NFL. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on se dit, ils vont trouver quelque chose, la chimie va s'installer, ça va opérer, ça va fonctionner avec Kevin O'Connell à l'an 2, ou si simplement J.J. McCarthy est une cause perdue? J'ai hâte de voir, mais justement, avec la signature de Kyler Murray, je pense qu'on est sceptique là, du côté des Vikings. Ça, c'est quand même intéressant. Ça va être une lutte à suivre au camp d'entraînement, assurément. L'acquisition de Kyler Murray, Marc-André, t'indique que qu'est-ce que tu viens de dire, c'est probablement vrai. Parce que si on croyait en J.J. McCarthy, on n'aurait pas amené Kyler Murray au sein de l'organisation. Donc, clairement, on a des doutes là, du côté des Vikings du Minnesota. Puis, souvenez-vous comment c'était bizarre lorsque McCarthy s'est blessé à une cheville, comment ça a été long avant qu'il revienne au jeu. Il y avait toutes sortes de rumeurs qui circulaient. Puis même, les gens qui sont allés à Indianapolis durant le combine, durant le camp d'évaluation, lorsqu'ils parlaient aux gens de l'organisation des Vikings, le sentiment, c'est que au sein de l'organisation, on n'est pas satisfait de J.J. McCarthy pour une raison ou pour une autre. Bref, on verra qu'est-ce qui va arriver, mais comme je dis, moi, mon argent est sur Kyler Murray pour être le carrière partant au début de la saison. Une chose que j'ai notée en parlant de Kyler Murray, monsieur, là, je vais plus jamais dire qu'on peut pas, une équipe ne peut pas se départir d'un joueur parce qu'il va compter pour trop d'argent sur le plafond en termes de dead money. C'est si le joueur ne fait plus partie de Mhm. l'organisation, en particulier les carrières. Là, ça fait combien de fois, lors des dernières années, qu'on dit ça? Qu'on dit, ah, les Broncos de Denver ben, sont pognés avec Russell Wilson à cause de son contrat. Les Cardinals d'Arizona sont pognés avec Kyler Murray à cause de son contrat. On disait la même chose de ton ancien carrière, Renaud, Tua. On disait, ah ben là, Exact. les Dolphins, Tua va être le partant en 2027. On disait ça il y a quelques semaines, là. À cause de son contrat, ils ne peuvent pas s'en départir. Puis là, les équipes sont prêtes à accepter leurs 50 millions en dead money. Puis ça prouve encore une fois quelque chose que je dis tout le temps. L'argent des contrats de la NFL, c'est un peu de l'argent de Monopoly. Là. On peut déplacer ça d'une certaine façon. Puis si tu es prêt à accepter un gros montant en termes de dead money, tu peux te départir de tout joueur. En tout cas, moi, là, je ne vais plus jamais dire ah non, telle équipe ne peut pas se débarrasser de tel joueur en raison de son contrat. Ça fait trop d'exemples qu'on a lors des dernières années que oui, c'est possible si l'équipe est prête justement absorber le montant du dead money. Ouais, puis les Broncos sont peut-être l'exception de dire, hey, même sans Russell Wilson, dès l'an 1, on était compétitif parce qu'on avait des grosses ressources en défense, donc on a pu passer un peu par-dessus cette pénalité-là qui n'a jamais vraiment paru, si tu veux, dans le budget des Ouais. Broncos. C'est drôle à dire parce que c'était un méchant trou qu'on avait causé. Du côté d'une équipe comme les Dolphins ou les Cardinals, ben, tu te dis, est-ce qu'on va être compétitif l'an prochain, même dans 2 ans? Probablement pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'empêcherait là, de mettre cette pénalité-là sur ces années qui vont être difficiles de toute façon, se débarrasser du contrat puis de passer à autre chose? Alors, je pense que c'est la première chose à dire. Maintenant, ça prend des propriétaires
qui acceptent de payer des gros montants sur des joueurs qui sont plus là. Donc, le jour où je verrai les Bengals faire ce genre de mouvement-là, là, je te dirais que c'est officiellement n'importe qui peut le faire. Mais non, effectivement, tu as raison de le dire. Il y a quelques années, on n'aurait jamais pensé ça. On se serait dit les Dolphins vont absorber au moins une autre année de salaire de toi avant de passer à autre chose. Mais maintenant, depuis la situation Russell Wilson, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui a débloqué un peu cette nouvelle mécanique-là dans la NFL. Mais les propriétaires, parce que c'est d'abord et avant tout eux qui payent, ont plus peur là, de peser sur la gâchette si ça veut dire remonter plus vite par la suite. Si ça marche pas, Messieurs, ça marche pas. C'est pourquoi t'entêter à garder le joueur puis à le payer Exact. si clairement tu ne crois plus en lui. Mais dernière chose, je veux dire à propos des Cardinals, avec tes Dolphins, Renault, ça, c'est une autre équipe là, qui est dans la course pour le premier choix du repêchage en Ouais. 2027. Écoute, leurs deux grosses acquisitions, ça a été Tyler Algier et Gardner Minshew. Ça fait que Minshew soit le carrière réserviste à Jacoby Brissett. Donc, du côté des Minshew s'est Cardinals, blessé, la rappelle-toi. saison va être très longue, on dirait. Ouais, pauvre l'an Tyler dernier, oui, Algier. lorsqu'il était amené en relève, ouais. Pauvre Mhm. Tyler Comment tu te Algier. dit à propos d'Algier? J'ai dit pauvre Tyler Algier, ses choix de vie, là, passer des Falcons aux Cards. Il a choisi les Cards. C'est comme un gars là, qui choisit histoire géo, là, puis qui se rend compte au cégep qu'il voudrait faire sa médecine, puis il n'a pas les prérequis au secondaire pour. Il n'a pas fait de chimie physique. C'est un peu ça, Tyler Algier. Là. Ses choix de carrière sont à remettre en question. Écoute, il veut juste jouer. Lui, Moi, c'est c'est ça, il encore s'est comme dit. ça, Il s'est dit, secondaire, regarde, James. chimie. C'est histoire Comment? économie Qu'est-ce que ça maintenant. dit? Histoire Ah, économie. écoute, moi, ça remonte à. OK. Oui. Hey, moi, ça remonte à trop loin, man. Je me souviens de rien. Je me souviens de rien. Ça remonte à trop loin, tout ça. T'étais Mais, en football, Didier. mais c'est. Comment? T'étais en football au secondaire. Ouais, c'est ça. J'ai été en football, puis après l'école. L'école est venue en deuxième. Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, Ben, non. écoute, ça fait Les longtemps, tout jeunes, ça, là. c'est pas Mais Didier. ouais, non, 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 je fais des farces, je fais des farces. Mais tu sais, pour dire, Tyler Algier, lui, il s'est dit, regarde, si je m'en vais en Arizona, j'ai une chance d'être le numéro un. James Conner Mhm. va revenir au jeu d'une grave blessure, s'est fracturé une cheville. Trey Benson, bon, c'est un bon porteur de ballon, mais c'est pas nécessairement un porteur de ballon numéro un. Alors, pour Algier, qui avait gagné à 1000 verges avant l'arrivée, il avait gagné 1000 verges au sol avant l'arrivée de Bijan Robinson, ben, peut-être lui, il s'est dit, regarde, moi, je veux juste jouer. Parce qu'oublie pas, c'est pas tous les joueurs qui veulent gagner à tout prix, là. Il y en a, ils sont bien Mhm. contents, qu'on leur remette le ballon régulièrement et d'empocher un bon salaire. Il y en a pour qui ils sont satisfaits avec ça. Donc peut-être c'est le cas du côté d'Algier. Trey Ouais, tout Benson à aussi fait. là. Puis Non, je fais des blagues. ça deviendrait une option. Ça deviendrait une option, mais tu sais, du côté, rapidement, là, mais du côté des Cards, c'est un autre mouvement que tu te dis, mais au final, ça va donner quoi pour l'Arizona? On avait besoin d'habiller quelqu'un, j'imagine, c'est tout. Mais tu sais, un gars comme Algier, il aurait pu avoir un rôle important sur une équipe importante qui aspire à quelque chose. Mais à un certain moment, tu sais, surtout à la position de porteur de ballon, il n'y aura pas mille et une occasions de signer des gros contrats. Alors, je peux pas blâmer le joueur là, d'avoir choisi les Cardinals si c'est la meilleure offre qui était sur la table. Effectivement, je faisais des blagues. Là. Je pense que dans sa tête, il voulait Mais ouais. essayer de devenir un porteur de ballon numéro un. Je pense que les Cards, c'était la meilleure option pour lui parce que les équipes Ouais. qui cherchaient des porteurs de ballon, il aurait été encore numéro 2. Ça aurait été un peu le jour de la marmotte pour lui dans son cas. Messieurs, on est à la mi-mars. Hmm. On va jouer à un jeu. Si vous faisiez un état des forces en ce moment, un power ranking, quelle équipe serait au sommet du classement? Aujourd'hui, on a parlé des Cards, des Dolphins, des Jets qui seraient dans le bas du classement. Mais qui serait au sommet? Ouais. Je vais commencer par toi, Didier. Écoute, moi, j'irais avec les Rams. Les Rams de Los Angeles n'étaient qu'à une victoire de participer au Super Bowl. S'ils avaient vaincu les Seahawks dans un match qui a été très serré, ben moi, je suis persuadé qu'ils auraient, par la suite, ils auraient battu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au Super Bowl 60. Puis là, la faiblesse des Rams, c'était la position de demi de coin. On en avait parlé pendant tous les éliminatoires, puis ça a vraiment paru en éliminatoire. Mais là, avec la transaction qu'on a fait avec les Chiefs de Kansas City, en fait, on est allé chercher les deux demi de coin partants des Chiefs lors des dernières semaines. Je pense vraiment que les Rams sont l'équipe à battre parce que les Seahawks, ils ont perdu des morceaux et tout. Alors, si je faisais un power ranking aujourd'hui en date du 19 mars, ben, j'aurais les Rams en tête comme équipe numéro un, moi.
Ben, tu vois qu'on s'est pas parlé avant d'entrer en nombre parce que moi aussi, j'ai les Rams comme potentielle meilleure équipe là, présentement de la NFL numéro un. T'as volé tous mes arguments, en fait, Didier. La grosse faiblesse dans la tertiaire, elle a été adressée. Elle a été adressée d'aplomb. On sait que les Rams n'ont jamais eu peur de bouger des choix au repêchage. On a payé un choix de fin de première ronde, en fait, notre choix de fin de première ronde pour aller faire l'acquisition de McDuffie. Mais on a encore un premier choix, celui des Falcons, qui, si je ne me trompe pas, est au 11e choix au total acquis l'an dernier dans la transaction James Pierce, qui a très, très, très mal vieilli pour les Falcons d'Atlanta. C'est bon. Mais non, écoute, pour les Rams, s'ils restent en santé, si Matthew Stafford reste en santé, pour moi, il n'y a aucune raison de ne pas les mettre encore là, parmi les grands aspirants au Super Bowl. Moi, c'est mon équipe numéro un. Moi aussi, je Toi, pense que c'est les Marc-André? Rams, mais je vais faire un plaidoyer pour les Seahawks pour le bien de ce podcast parce que je pense que les Seahawks, écoutez, messieurs, on n'a pas perdu notre noyau. On a perdu des joueurs, c'était à prévoir, c'était prévisible, mais on n'a pas perdu notre noyau. Notre noyau en défense est demeuré intact. Rashid Shaheed a adoré son passage à Seattle. On l'a convaincu de rester ici. Je pense que ça va être une bonne prise. On a solidifié notre groupe de receveurs là, du côté des Seahawks avec JSN, maintenant Shaheed, Cooper Kupp, encore une fois. Et on a la recrue également, dont le nom m'échappe, là, qui est Torrey Horton, qu'on pourrait voir à l'an 2, une belle progression. C'est sûr qu'il y a un trou pour ne pas faire de ballon, messieurs. On a parlé de Charbonnet, on a parlé de l'acquisition d'Emmanuel Wilson. Je pense qu'on va adresser cette position-là encore. Il nous reste du temps là, du côté des Seahawks pour adresser la position, mais je pense que le noyau est demeuré intact. Puis c'est un peu parier contre les Seahawks, là, contre les champions du Super Bowl, mais je pense qu'ils sont encore au sommet. Je pense qu'on place les Rams plus haut qu'eux autres au détriment des Seahawks. Mais je pense que les Seahawks, là, on a évité le pire, là, on a évité la catastrophe là, dans l'entre-saison. Je pense qu'on a fait du bon mouvement de personnel. Puis moi, j'ai confiance en John Schneider pour adresser la situation, la position de porteur de ballon dans les prochaines semaines. Ah, t'as pas confiance en Sean Mannion pour relancer l'attaque de tes Eagles? Je pensais que t'allais prendre les Eagles. Avec l'arrivée de Tyreek Woolen, demi-coin à l'opposé de Quinton Mitchell, là. C'est reparti. Dallas Goedert. Dallas Goedert a re-signé avec tes Eagles. Il reste à Philadelphie, finalement. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de points d'interrogation du côté des Eagles. C'est un peu ça l'affaire. Tyreek Woolen, c'est beau, mais il ne faut pas oublier qu'il était devenu réserviste aussi. Là. Il y avait une raison avec les Seahawks. Nakobe Dean, honnêtement, on a des joueurs pour le remplacer du côté des Eagles. On a une ligne à l'attaque vieillissante. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire à ce niveau-là parce que ça aussi, on a des points d'interrogation du côté des Eagles. Puis les rumeurs entourant A.J. Brown et même Devontae Smith là, qui pourrait changer d'adresse. On peut peut-être changer l'effectif là, en attaque. Trop de points d'interrogation. Je pense que les Eagles demeurent une bonne équipe, en tout cas sur papier. Mais je pense, comme je l'ai dit, on a encore trop d'incertitudes en ce moment là, pour dire que les Eagles sont au sommet d'un état des forces ou d'un power ranking. Ouais, je vais hâte de voir si A.J. Brown sera toujours à Philadelphie au début de la saison régulière. Là. Il y a toujours des rumeurs qui circulent. Bref, on verra bien. Donc, la saison, messieurs, va commencer le mercredi 9 septembre. Écoute, il va falloir patienter jusque-là. Maintenant, le repêchage, c'est dans quelques semaines. J'ai bien hâte de voir ce que tout ça va nous réserver. Mais oui, début de saison, mercredi 9 septembre. Ouais, qu'est-ce qu'il y a de particulier là-dedans, c'est qu'habituellement, la saison régulière commence le jeudi. Mais là, le jeudi, ben, il va y avoir le match en Australie, ce qui fait en sorte qu'on va devancer le début de la saison d'une journée. Alors, les Seahawks de Seattle, on ne sait pas encore contre qui ils vont jouer, mais le match à Seattle va avoir lieu le mercredi, au beau milieu de la semaine. Donc, éventuellement, il va y avoir du football 7 jours, du football de la NFL 7 jours sur 7. Là. Comme durant la pandémie, quand il y avait des matchs le mercredi après-midi ou même le mardi après-midi. Je me souviens, on avait dû faire un match un mardi après-midi durant la pandémie. Mais alors, c'est ça. Donc, mercredi le 9. Ouais, c'est ça. Ben oui, ils avaient un receveur là, qui avait joué en position de carrière. Ça n'avait pas été un très bon match. Ça n'avait pas valu le détour. Non. Non, vraiment pas. Il y a eu quelques matchs comme ça durant la pandémie. Là, les équipes qui avaient des joueurs là, qui n'étaient pas admissibles, qui ne pouvaient pas jouer. Puis bref, pas obligé de retourner en 2020. C'est derrière nous. Quoique 2026, c'est spécial aussi jusqu'à présent. Puis on est juste au 3e mois de l'année. Bon. Mais hey, oui, écoute, Renaud, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Tu as pu t'ouvrir,
Vois ça comme une session de thérapie, là, afin de parler de tes Oui, Dolphins. Au exact, moins, pour tu sais l'instant. qu'est-ce qui s'en vient. T'as pas d'espoir vraiment. Tu sais qu'ils vont pas participer aux éliminatoires. Puis comme je t'ai dit l'autre fois par texto, tu peux déjà commencer à épier les carrières Ben universitaires. oui. Ça devrait être une bonne cuvée en 2027. Si jamais ça fonctionne pas pour Malik Willis, ben ils vont passer un autre appel, les Dolphins. Ouais, ça fait 20 ans que je suis dans ce même mode-là, ce même cycle-là pour les Dolphins, alors c'est correct. Je suis Hmm. habitué, ça m'a fait du bien. Ouais, en tout cas, je te rappelle, comme si tu t'en souviens pas, la dernière victoire en éliminatoire des Dolphins remonte à la saison 2000. On est en 2026 maintenant. Bon, on n'a pas C'est gagné un ça. match éliminatoire depuis, c'est fou. Ça n'a aucun bon sens. Bon, ben, parfait, Renaud. Écoute, merci encore une fois, puis passe une bonne journée. Salut les boys. Alors, Marc-André, on va jaser Fantasy Football. Lors des dernières semaines, bon, tu nous avais parlé de tes choix surprises et déceptions lors de la dernière saison, mais là, étant donné qu'il y a eu plusieurs mouvements de personnel lors des 2 dernières semaines, avec la période des joueurs autonomes, ben, des joueurs, selon toi, qui se retrouvent dans une situation positive, enviable même, à la suite de ce mouvement, des mouvements de personnel. Puis il y a d'autres joueurs qui, selon toi, sont sortis perdants de tout ça. Bref, on va commencer avec tes gagnants, là. Les joueurs que tu crois qui ont gagné durant la période, des joueurs autonomes, peut-être même sans même avoir changé d'équipe, et qui devraient possiblement connaître une bonne saison en termes de fantasy football. Le premier gagnant fantasy à la position de quart, disons, va boucler la boucle avec Bo Nix des Broncos de Denver, quart numéro Hmm. 9 la saison dernière en 2025. Bon, j'ai mentionné que l'année dernière, bon, ses passes complétées de plus de 20 verges étaient à 38 c'était pas vargeux, comme on dit. Avec Jalen Waddle, on acquiert du côté des Broncos un séparateur, un gars pour les yaks, les verges après l'attraper. Ça va être intéressant. Que cette acquisition-là fait à Bonix, c'est que ça élève son plancher fantasy Bonix, quart numéro 9 la saison dernière. Est-ce qu'il peut améliorer sa situation en termes de fantasy football? Je pense que oui. Il a un potentiel de quart top 10 avec Jalen Waddle, puis je suis bien intrigué là, par la perspective de Bonix en 2026 avec l'acquisition de Waddle. On a un groupe de receveurs impressionnant maintenant. J'ai hâte maintenant de voir ce qu'on va faire à la position de porteur de ballon, entre autres, et à la position de les rapprocher parce qu'on en a Hmm. parlé. Evan Engram, ça n'a pas été un franc succès l'année dernière, mais je suis vraiment emballé là, par les armes qu'on donne à la disposition de Bonix pour réussir en 2020. Ouais, c'est vrai. Il faudrait que les Broncos trouvent une façon là, d'amener un autre porteur de ballon. Je ne sais pas s'il en reste un qui les intéresse via le marché des joueurs autonomes ou via le repêchage. Parce que Dobbin, tu mentionnais tout à l'heure lorsqu'on parlait avec Renault que les Broncos l'ont re-signé, tant mieux. Mais on ne peut pas se fier sur Dobbins. Hein. Il y a eu tellement de blessures depuis le début de sa carrière. Là, s'il se blesse à nouveau, ben là, on se retrouve dans la même situation que l'année dernière avec RJ Harvey. Comme tu as si bien dit, Harvey a démontré qu'il n'avait pas nécessairement l'étoffe pour être un porteur de ballon numéro un. Alors, on va garder un œil là-dessus là, au cours des prochaines semaines et lors du repêchage, bien sûr. Maintenant, selon toi, Brock Purdy est sorti gagnant de la période des joueurs autonomes. Comment? En surface, sérieusement, on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que les 49ers font? Brock Purdy, avec le départ de Brandon Ayuk, Joanne Jennings potentiellement, même Trent Williams, il y avait des rumeurs, là, il est toujours avec les 49ers, mais qui pourrait Ouais, c'est partir. pas réglé, Je ça pense encore, que hein? Ouais. non, je pense que l'objectif là, pour Brock Purdy, c'est vraiment de demeurer en santé. L'année dernière, il a terminé 5e pour les points par match au niveau fantasy. Je pense que la clé pour Brock Purdy ici, c'est l'arrivée de Mike Evans, qui est l'un des meilleurs receveurs dans la zone payante. Je pense qu'on vient combler un besoin criant à la position de receveur du côté des 49ers. Il a terminé comme quart numéro 6 en 2023. Ça, c'est il y a 3 ans. Ça fait 2 ans qu'il est blessé. Brock Purdy énormément. Mais je pense qu'avec l'arrivée de Mike Evans, et si on parvient à garder Trent Williams, je pense que Brock Purdy là, est un grand gagnant en ce moment de la période des joueurs autonomes. Kyler Murray, on en a parlé en long et en large tout à l'heure. Bon, on va en parler encore une fois parce que tu crois, là, toi, tu es convaincu qu'il va être en mesure de relancer sa carrière, bref. Non, mais je sais que je vais faire, comme on dit en anglais, du cherry picking. Là, je vais choisir mes statistiques. Mais si on jette à la poubelle la saison 2025, Kyler Murray là, avait une moyenne de 18,5 points fantasy par match. Ça, là, c'est un quart arrière numéro 1. Un quart arrière numéro 1 au niveau fantasy, je le rappelle, c'est un quart qui termine dans le top 12 à la position de façon hebdomadaire et à la fin de l'année également au cumulatif.
Donc, 18,5 points fantasy, c'est vraiment pas. C'était vraiment excellent. Là. Kyler Murray, c'est un excellent quart fantasy parce qu'il court avec ses jambes. J'en ai parlé. Le Cousin, Darnold ont connu leur meilleure saison sous Kevin O'Connell. Et je pense que vraiment, Kyler Murray est assez brillant pour comprendre que c'est un point tournant dans sa carrière. Il va être motivé, il veut relancer sa carrière. Il a signé un contrat d'1 an seulement. Il veut décrocher un autre contrat. Il ne faut pas oublier, Didier, que la meilleure saison de Kyler Murray dans sa carrière, ça a été avec un cerveau offensif, avec Cliff Kingsbury, entre autres, qui est coordinateur offensif dans la NFL, qui ne s'est pas encore trouvé de job, hein, de mémoire. En tout cas, ah non, il est rendu avec les Rams, c'est vrai. Oui, Il il en est a dans trouvé une. l'organisation des Ouais, Rams. ouais, ouais. Oui, oui, c'est ça, exact. Mais Mais c'est bref, ça, mon mais point, je pense que son titre, c'est juste adjoint à l'entraîneur-chef, en plus. ouais, ouais. Tu sais, on lui a pas L'organigramme décerné des une Rams, c'est position en compliqué. tant que telle. Ah oui, je sais pas, j'ai jamais porté attention. Ben, je sais pas, Vraiment, ils mais en tout inventent cas. des positions de coach, en tout cas. Mais ouais, tout ça pour dire que oui, il y avait sa meilleure saison avec un cerveau offensif comme Kingsbury. Que Kevin O'Connell, on peut vraiment trouver une chimie puis que ça rapporte. Moi, je suis intrigué par Kyler Murray parce qu'en ce moment, il est le quart 27 au niveau fantasy dans les classements. C'est sûr qu'on est au mois de mars, mais 27 pour Kyler Murray, c'est tout simplement absurde. Je pense que c'est un gars qu'on va pouvoir avoir gratuitement, qui ne sera pas repêché dans une ligue à 12 équipes, mais quand même, là, qui possède quand même des qualités et qui est intriguant. En tout cas, moi, j'ai confiance en Kevin O'Connell. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si Murray ne peut pas relancer sa carrière avec O'Connell, avec Justin Jefferson, plus de ça, il va jouer dans un stade couvert, ben là, ça ne va jamais arriver. Moi, personnellement, j'ai lancé la serviette sur la carrière de Kyler Murray, mais avec une nouvelle équipe, bon, on verra, surtout avec Kevin O'Connell. Maintenant, les joueurs que tu crois qui sont sortis perdants la période des joueurs autonomes, ça commence avec Drake May, le carrière des Patriots de Nouvelle-Angleterre. Alors, pourquoi tu crois qu'il sort perdant là, de la période des joueurs autonomes? On s'est dit du côté des Pats, ça nous prenait pour la prochaine saison un receveur d'impact. Il y avait des rumeurs comme quoi qu'AJ Brown, il y avait de l'intérêt pour AJ Brown des Eagles, il y avait de l'intérêt pour Brian Thomas des Jaguars. On s'est finalement rabattu sur Romeo Doubs. On s'entend que Romeo Doubs, c'est pas la même qualité de receveur que Brown ou Thomas, en tout cas, si vous voulez mon avis. Donc, l'absence là, d'un joueur d'impact pour aider Drake May, je pense que ça fait de lui un perdant. Évidemment, il faut parler du calendrier qui sera beaucoup plus difficile en 2026 pour les Pats. Une équipe qui passe de quoi 4 ou 5 victoires à une 13 victoires, une présence là, au Super Bowl. Mais le calendrier, ça va être un calendrier d'équipe de première position. Puis on a vu ce que ça a fait avec Jaden Daniels à l'an 2. Ça a été beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est un point non négligeable. Et on a fait des ajouts sur la ligne à l'attaque. Elijah Vera Tucker qu'on a ajouté sur la ligne à l'attaque. On a fait d'autres ajouts. Je pense que ça aurait pris plus que ça. On va adresser ça via le repêchage, durant le week-end du repêchage du côté des Pats. J'ai hâte de voir, mais je pense que Drake May, on n'a pas amélioré sa situation. On n'a pas amélioré ses armes en attaque là, pour le jeune corps. Donc, pour moi, c'est un perdant en ce moment de la période des joueurs autonomes. Ouais, pour Vera Tucker, il va devoir rester en santé, parce que je pense, il a subi de graves blessures lors des 2-3 dernières saisons. L'année dernière, il a raté toute la saison en raison d'une déchirure en triceps. C'est la deuxième fois sa carrière qui se déchirait un triceps. Donc, lui, il joue à la position de garde à gauche. Ça fait en sorte que Jarrett Wilson, qui était une recrue l'année dernière, qui jouait à la position de garde à gauche à côté de Will Campbell, mais là, on l'a déplacé à la position de centre, qui est sa position naturelle, c'est la position à laquelle il jouait dans les rangs universitaires. Alors, on va voir si ça va aider Wilson, s'il avait vraiment connu une saison difficile l'année dernière. Est-ce que Tucker peut rester en santé? On va devoir ajouter de la profondeur au sein de cette ligne à l'attaque-là. Mais toi, donc, t'es pas un fan de Romeo Doubs. Donc, je comprends bien, dans le fond, Marc-André, tu vas pas magasiner au Dollarama, là. Tu y vas jamais, là, toi. Non. Au moins, Ben, lui, si on il veut, coûtait quand même moins cher quand tu regardes comparativement aux autres receveurs, là, tu sais. Puis c'est quand même un bon joueur, c'est pas un mauvais joueur. Romeo Doubs au Dollarama, il coûte quand même 3 piastres là, pour les choses qui coûtent 1 piastre. Ils ont quand même payé 80 millions là, sur 4 ans, je pense. Beaucoup d'argent. Ouais, mais ça revient à 20 millions par année, comparativement à d'autres receveurs. C'est pas si pire que ça, là. Mais alors, je fais des blagues, là, je vais juste te taquiner. Maintenant, Cam Ward, tu crois qu'il est sorti perdant là, de tout ça, même avec Brian Daboll maintenant qui va être son coordinateur à l'attaque? On a applaudi là, l'arrivée de Wan'Dale Robinson du côté des Titans du Tennessee. On s'est dit, quelle acquisition, ça va être incroyable. Faut se calmer avec Moi, ça, là.
C'est pas Jerry Moi, Rice j'ai des, qui débarque au moi, Tennessee. j'ai des doutes. J'ai des doutes. On a ajouté Daniel Bellinger et Wan'Dale Robinson, Didier. Avec Brian Daboll, je me dis, on est en train de faire les Giants 2.0 parce qu'on sait que ça a fonctionné avec Brian Daboll, avec Daniel Jones. Pas du tout. Ça n'a pas fonctionné avec ces joueurs-là, avec les Giants. Est-ce qu'on est en train de refaire ça avec Cam Ward? Puis est-ce que ça va fonctionner réellement? Moi, j'ai des doutes, en fait. J'ai besoin d'être convaincu, du moins. Selon moi, on n'a toujours pas de receveurs élites. On a des receveurs inexpérimentés ou vieillissants. On a restructuré le contrat de Calvin Ridley, entre autres, récemment. Et on a des gars comme Eli Kayo-Manor, maintenant Wan'Dale Robinson. On a des bons porteurs de ballon, sans plus. Tony Pollard, Ty Spear. Je ne serais pas surpris qu'en quatrième position, on ajoute Jeremiah Love. Ça pourrait être intéressant là, du côté des Titans aussi. On a une ligne à l'attaque qui est encore un problème pour Cam Ward. On a fait des ajouts, mais des ajouts à court terme, des joueurs non significatifs pour des contrats d'1 an. Cam Ward, Didier, c'est un perdant en ce moment. On n'a pas aidé significativement notre jeune corps, je trouve, là, en ce moment, durant la période des joueurs autonomes. Donc, tu aurais préféré Romeo Doubs avec les Titans plutôt que Wan'Dale Robinson. Hein? Ben, je sais pas, je veux dire, Non, le monde... moi, oui, honnêtement. Parce que Robinson, c'est qu'il n'y avait tu l'aimes, personne d'autre à qui Romeo. lancer le ballon là, aux Giants. Non, mais c'est plus Romeo and Wendell Didier, Robinson. là. Non, mais c'est plus Robinson, moi, qui me turn off. Écoute, mesure seulement 5 pieds 8. L'année dernière, je sais qu'il a atteint la marque des 1000 verges, mais il n'y avait personne au sein du groupe de receveurs des Giants. On n'arrêtait pas de le cibler, surtout lorsque Malik Neighbors s'est blessé. Mais écoute, les partisans des Giants peuvent en parler en long et en large de Wendell Robinson et de sa production l'année dernière. À quel point c'était forcé, si on peut dire, parce qu'il n'y avait pas d'autres receveurs à qui lancer le ballon. J'ai oublié, Donc, ouais, j'ai écoute, oublié les de Titans, mentionner c'est. Chimere Dike aussi, dans le groupe de receveurs, qui est inexpérimenté, qui a eu des flashs, Ouais, mais tu ouais. sais, c'est rien de... Je suis pas excité, là. J'aurais aimé qu'on fasse un Ouais. splash Non, pour non, non, Cam je te Ward, là. comprends. Non, je te comprends. Ben, on a concentré nos efforts, je me souviens bien, durant la période En des joueurs défense. autonomes, puis laisse-moi aller voir ça, du côté de la défense, c'est ça, là, tu sais, avec l'arrivée de Franklin Myers, qui avait déjà joué sous Robert Saleh à l'époque avec les Jets de New York, demi-coin Alante Taylor, on a signé un autre demi-coin aussi. Donc, c'est ça, là, c'est vraiment du côté de la défense. On a signé des joueurs de ligne à l'attaque. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Je peux pas dire, là, j'ai les ai devant moi, je peux pas dire que j'y connais, c'est pas des noms que je reconnais. Non, c'est ça. Bref, c'est ça. On a concentré nos efforts sur la défense, la transaction qui a amené Jermaine Johnson. Alors peut-être qu'au repêchage, étant donné qu'on a dépensé de l'argent du côté de la défense durant la période des joueurs autonomes, peut-être que durant le repêchage, là, on va essayer d'augmenter le niveau de talent autour de Cam Ward au sein de l'attaque. On va garder ça en tête là, lorsqu'on va s'approcher du repêchage afin de voir ça de quoi la stratégie employée par les Titans du Tennessee. Parce que j'avoue, comme toi, il y a rien vraiment de fiable là, à la position de receveur. Il y a toujours le vétéran là, qui est là, l'ancien des Falcons, Calvin Ridley. Écoute, Oui. moi, j'avais des grosses attentes envers Ridley l'année dernière. Il n'a absolument rien fait. J'ai vu échapper plusieurs passes. Il aurait pu venir en aide à Cam Ward. Il a failli à la tâche. Bref, je suis d'accord avec toi qu'on n'a pas fait grand-chose afin de donner un coup de main à notre jeune carrière. Maintenant, on va se déplacer du côté d'Atlanta et Michael Penix est un perdant. J'imagine que c'est lié à l'arrivée de toi à Atlanta. D'accord. Puis on peut se demander aussi, avec maintenant, quoi, c'est la troisième fois qu'il subit une opération pour une déchirure du ligament croisé antérieur. On peut se demander si Michael Penix va revenir tout court. C'est un peu ça qu'on se demande. C'est pas pour rien qu'on a C'est ajouté Tua légitime comme Tagovailoa question. des Falcons. Donc, également, je tiens à rappeler que c'est pas le choix de ce régime-là maintenant non plus. On doit rien à Michael Penix, là, ce régime-là qui est en place maintenant avec les Falcons d'Atlanta. Je pense qu'on va lui donner une chance de reprendre son poste, de revenir de blessure. Mais oui, c'est un grand perdant parce que je pense qu'en ce moment même, je pense que Tua est un meilleur corps arrière, en fait, que Michael Penix, c'est même pas proche. En 9 matchs l'année dernière, j'ai des stats pour vous, seulement 60% de passes complétées. Ça a été décevant là, pour Michael Penix depuis son arrivée dans la NFL. Puis oui, il y a plusieurs questions à se poser. Il y a juste le temps qui va nous permettre de répondre à ça. J'ai hâte de voir, mais oui, Michael Penix, grand, grand, grand perdant. Là. Je pense que, écoute, on a repêché ça dans le top 10. Est-ce que ça va donner peut-être
un bust, un choix gaspillé là, du côté des Falcons. Ça n'a pas de bon sens. Mais oui, grand perdant là, de la période des joueurs autonomes jusqu'ici. Écoute, j'ai la charte des Falcons devant moi. Pourquoi? Parce que je voulais voir qui est le carrière numéro 3 à Atlanta. Là, on n'a pas de carrière, on a juste Tua et Penix sous contrat. Pourquoi je veux savoir c'est quoi l'identité du carrière numéro 3? C'est que les deux sont fragiles. Tu veux parler de l'historique de blessure à Michael Penix. On connaît l'historique de blessure de Tua avec les commotions cérébrales. Donc, le carrière numéro 3 là, pourrait se retrouver à obtenir du temps de jeu. Là. Je sais pas ça va être qui, probablement un jeune, mais peu importe, Gaucher. en tout cas, ce plan-là, du coup. Ouais, un gaucher, ouais, pour maintenir. Ben, pourquoi pas, étant donné que Penix et Tua sont des gauchers. Mais ça pour dire, tu sais, les Falcons, là, ça pourrait virer au désastre, encore une fois. Là. Tu sais, si on a une blessure à la position carrière, puis ils sont mis sur deux carrières fragiles, puis encore une fois, on ne sait même pas si Penix va être prêt à commencer la saison régulière, le camp d'entraînement. Effectivement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire là, du côté des Falcons. Puis on n'a même pas parlé du cas. Ben, on en a parlé un peu, mais on ne s'est même pas étendu sur le cas de James Pierce. Là. Et honnêtement, ils sont un peu Ouf. malchanceux, les Falcons, mais on dirait que des fois, là, les bonnes équipes font des bons choix ou voient arriver ce genre de choses-là. Là. Michael Penix, là, il était blessé dans les rangs universitaires. Mhm. On ne souhaite pas de malheur à personne. Oui, il était totalement rétabli, mais sérieusement, là, des fois, là, des fois, le pari vaut pas. Comment on dit ça? Comme, le risque ne vaut pas la chandelle. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Mais il y a un lien dans qu'est-ce que tu viens de dire entre James Pierce et Michael Penix. Il y a un lien avec l'ancien régime des Falcons. C'est comme s'ils n'ont pas fait leur devoir ou ils ont choisi d'ignorer l'historique, tu sais, les fameux red flags, comme on dit, là, les drapeaux rouges que les joueurs ils ont. Mhm. Penix, les blessures. Et dans le cas de James Pierce, il y a une raison pourquoi il a été repêché tard en première ronde. Parce qu'il y a des équipes, eux, qui ne l'avaient même pas sur leur tableau de sélection, tu sais, en raison de ses troubles de comportement. Alors, tu sais, c'est comme si les Falcons, eux, ils ont ignoré ces choses-là pour aller repêcher des joueurs de talent, puis ça leur a pété dans le visage, comme on dit, parce que là, Pierce a été arrêté, Penix est blessé. Dans le cas de Pierce, on va voir s'il va être en mesure de poursuivre sa carrière, puisque les accusations Et les là plus là. graves, je ne sais pas si tu te souviens quand l'histoire était sortie, là, bon, quand il s'est fait arrêter et tout, euh, on disait qu'il avait essayé de frapper un policier avec sa voiture. Mhm. Imagine-toi, là, tu sais. Puis apparemment, ça c'est pas vrai. Puis ça, c'était l'accusation la plus grave qu'il y avait contre lui. Bref, je ne suis pas un expert au niveau judiciaire. On va voir qu'est-ce qui va arriver avec lui. Mais c'est ça, tout ça pour dire que c'est ça, l'ancien régime avait cette mauvaise habitude-là, Marc-André, d'ignorer le passé des joueurs. Puis c'est ça, ça les a rattrapés. Une autre chose, je veux dire rapidement, c'est Falcon, receveur de passe. Tu sais, on a Drake London, on n'a pas grand-chose. Après, on a mis Jahan Dotson sous contrat. On a Olamide Zaccheaus aussi. Mais bon, ça va prendre plus que ça, mais quand Le même. Carl Pitts, Didier. Ouais, Carl Pitts, ouais, comme il est rapproché, ouais, c'est ça. Mais je regardais plus la position de receveur éloigné, mais Et non, c'est c'était le ça. jeu n'en J'imagine vaut on pas va la repêcher un chandelle. Là. receveur. Le jeu n'en vaut pas la C'est-à-dire chandelle, que c'est ça l'expression. j'aimerais avoir mes Ouais, expressions correctement, comme me corriger. ouais. Bon, parfait. Mais ouais, il y a du travail à faire du côté de la formation des Falcons. C'est une saison morte qui est un peu Énormément. bizarre là, du côté d'Atlanta. Bon, ben parfait. Écoute, Marc-André, on a fait le tour pour cet épisode du podcast Le Sac du Car. Pour les gens qui ont écouté le podcast ou qui nous ont regardé via la chaîne de YouTube, on vous remercie. Je te remercie, Marc-André. On remercie Renaud Bourbonnais. On vous reparle la semaine prochaine.